Excellences, Monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie et chers frères, invités d'honneur de ce 6e forum de Dakar, Excellences, Monsieur Édouard Philippe, Premier ministre de la République française, Excellences, Monsieur Pierre Buyoya, ancien président de la République du Burundi et haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Excellences, Monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères du Japon, autorités de la République du Sénégal en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs les ministres venus des différents pays, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chefs de délégation, chers amis du Forum de Dakar, chers participants. Mon frère et ami, le président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, nous a fait le grand honneur de rehausser de sa présence en tant qu'invité spécial ce 6e forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Mes premiers mots, naturellement, seront pour le remercier. Merci, Monsieur le Président et chers frères. Shukran. Nous sommes heureux de vous accueillir. Vous êtes chez vous. Et votre présence ici traduit notre attachement commun aux relations ancestrales entre les peuples sénégalais et mauritaniens. Relations tissées par l'histoire, la parenté, la spiritualité et le voisinage. Merci à vous également, cher Édouard, pour votre visite dans le cadre du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais et pour votre participation ce matin à ce forum. Je vous remercie toutes et tous, chers invités, chers partenaires, d'être venus encore nombreux d'Afrique et d'ailleurs. J'exprime notre gratitude aux partenaires qui accompagnent le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Je voudrais citer les pays partenaires. La France, le Japon, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Koweït, la Chine, l'Inde, l'UEMOA et la Fondation Konrad Adenauer, qu'ils trouvent ici l'expression de ma gratitude. Cette année, le thème du Forum sur paix et sécurité en Afrique, les défis actuels du multilatéralisme. Le sujet s'impose de lui-même, tant les défis du multilatéralisme dans ces domaines en Afrique et ailleurs sont à la fois multiples, complexes, mais surtout persistants. Souvenons-nous que la première mission de maintien de la paix des Nations Unies, encore active à ce jour, remonte à 1948, avec l'Organisation des Nations Unies chargée de la surveillance de la trêve au Moyen-Orient. Cette mission, hélas, est encore active. Il y a eu, depuis lors, plus de 70 opérations de maintien de la paix, dont 13 en cours, parmi lesquels 7 opèrent en Afrique. Il faut donc rendre hommage à l'action multilatérale, sans laquelle, bien sûr, le monde d'aujourd'hui aurait une autre configuration. Au fil du temps, les missions de paix des Nations Unies ont considérablement évolué. Elles ont acquis une vocation multidimensionnelle, contribuant à faciliter des processus électoraux, à reconstruire des systèmes judiciaires,
aider au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion d'ex-soldats, protéger des civils et prendre en charge les besoins spécifiques des femmes, des enfants et des personnes âgées. Les succès du multilatéralisme, de ce point de vue, sont indéniables. Mais ces défis le sont tout autant. La situation au Sahel en est un exemple emblématique. Et vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président. Il y a plus de 6 ans, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, créée par le Conseil de sécurité avec comme mission l'appui aux efforts de stabilisation du pays, la protection des civils et le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble, et je pèse mes mots, sur l'ensemble du territoire malien. Telle était la lettre de mission de la MINUSMA. D'un effectif de 6 491 éléments à ses débuts, la MINUSMA en compte aujourd'hui 14 400. 14 400, soit plus que le double. Paradoxalement, l'agression terroriste contre le Mali s'est intensifiée. Et pire, le terrorisme étend son spectre ravageur à d'autres pays, on l'a vu au Burkina Faso, au Niger, charriant au quotidien des morts, des blessés, des réfugiés et des personnes déplacées. Les attaques sont devenues fréquentes, plus meurtrières et plus audacieuses, puisque de plus en plus, les terroristes s'en prennent aux forces de défense et de sécurité elles-mêmes, jusque dans leur casernes. Alors je voudrais réitérer ici, encore une fois, notre solidarité et notre soutien aux pays amis et frères victimes du terrorisme. Je salue leur résilience et la résilience des populations. Je tiens également à renouveler notre ferme attachement à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale de la République sœur du Mali. Pour nous, le Mali est un et indivisible. Et il faut que l'autorité de l'État soit restaurée sur l'ensemble du territoire national. Je salue les efforts du G5 Sahel, les efforts de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, évidemment sans lesquels la situation aurait été dramatique. Car ne l'oublions pas, n'eût été la réaction, l'intervention de l'opération Serval au début, aujourd'hui nous aurions une autre situation. N'eût été également la réaction spontanée des pays africains, la MISMA avant la mise en place de la MINUSMA, aux côtés de Serval, la situation aurait été autre. Donc nous devons remercier les partenaires, parmi lesquels la France, qui n'a pas hésité à plonger la première, mais également depuis lors, le G5 Sahel et toutes les initiatives européennes, américaines et autres qui viennent s'ajouter à ce, je n'ose pas dire bourbier sahélien, mais en tout cas à cette situation qui mérite que nos réflexions au cours de ce 6e forum puissent proposer des solutions pertinentes. Mesdames et messieurs, dans mon discours devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier, je rappelais que les périls transcendent les frontières, que leur prise en charge ne saurait être fragmentée et que la paix, la sécurité et la stabilité du Sahel sont partie intégrante de la paix, de la sécurité et de la stabilité du monde. En conséquence, combattre le terrorisme au Sahel est à la fois un devoir de solidarité et un impératif de sécurité collective. En Afrique ou hors du continent,
Nous sommes tous menacés. Nous avons tous intérêt au maintien de la paix. Mais pour maintenir la paix, faudrait-il d'abord la rétablir pour ce qui concerne en tout cas le Sahel. Et c'est l'un des défis qui se posent au multilatéralisme de nos jours. À travers le thème retenu, cette 6e édition du forum suggère d'interroger nos pratiques et d'explorer les améliorations possibles afin de rendre plus efficaces les missions de paix et de sécurité en Afrique. Posons alors les questions de fond, telles que le président Razouani nous y invite, parler sans langue de bois. Ces questions, pourquoi, en dépit de la présence plus massive de forces internationales, la situation continue de se dégrader au Sahel? J'espère que le forum nous apportera les réponses à cette question. Comment articuler et coordonner les différentes initiatives déployées sur le terrain, on les a listées, de façon à rendre leur action plus cohérente et plus efficace? Plus de 14 000 hommes de l'aménagement, G5 Sahel, je pense, à plus de 5 000, 6 000 hommes, 19 000 hommes, plus Barkhane, plus tout le reste, plus l'armée malienne. Ce n'est pas moins de 30 000 hommes qui sont sur un théâtre qui est pris en otage par une bande d'individus. Il y a un problème. Pourquoi nous ne sommes pas capables de régler cette affaire? Il y a un problème. Alors, où se situe le problème? C'est ça que nous devons trouver. Articuler les actions, mettre en cohérence tout cela. S'il le faut, on met le tout dans un commandement unique. C'est là où l'ONU doit pouvoir évoluer dans les concepts. Autrement, comme je l'ai déjà dit, je ne veux pas y revenir, il ne s'agit pas de faire le procès de l'ONU. L'ONU, c'est nous-mêmes. Il faut qu'elle accepte de se réformer, de réformer ses procédures. Mais cela n'est pas le fait, je le sais, du secrétariat général, c'est d'abord le fait des États eux-mêmes, et en particulier des membres permanents du Conseil de sécurité. Sur la question du mandat, mais c'est eux qui peuvent bloquer. Si un des 5 n'est pas d'accord, le projet, il est bloqué pour de bon. Et c'est là le problème. Il faut un mandat robuste au Mali. Donc il faut que ce que la France n'est pas contre. Les États-Unis, maintenant, on m'a dit que la position a bien évolué. Je remercie si c'est le cas. Il faut que le Royaume-Uni également, qui est d'accord, mais que la Russie et la Chine, sur le Sahel, acceptent de donner le mandat robuste pour qu'on en finisse avec ce qui se passe dans le Sahel. Donc, j'ai déjà parlé du mandat, je suis allé plus vite. C'était qu'en est-il des mandats, donc, des équipements et des règles d'engagement? Voilà toute la problématique qui se pose. Autrement, ces missions servent à payer des indemnités aux soldats, enfin au pays. C'est bien, c'est confortable. Mais on perd de l'argent durablement et on aggrave la situation sur le terrain. Donc, il urge vraiment qu'il y ait une réforme sur le système d'opération de maintien de la paix dans les zones où le terrorisme sévit. Pour les autres zones, certainement, ce modèle convient parfaitement. Et c'est en réponse à cette préoccupation que le Sénégal n'a eu de cesse, au cours de son mandat au Conseil de sécurité sur la période 2016-2017, de plaider pour des mandats robustes et des équipements et règles d'engagement adéquats pour venir à bout des groupes terroristes au Sahel. Et c'est possible. Bien évidemment, la réponse au terrorisme, nous l'avons vu, n'est pas que militaire. Elle est aussi dans les stratégies préventives et durables, d'ordre économique, éducationnel, social et doctrinal. Mais dans l'urgence, face à des forces terroristes armées et déterminées, il n'y a d'autre choix que d'opposer des forces militaires supérieures, mieux armées et plus déterminées. Autrement,
autrement les groupes terroristes, vaincus ailleurs, on le voit en Irak et en Syrie, démantelés ailleurs, vont trouver dans les zones de vulnérabilité en Afrique des sanctuaires où ils vont prospérer, se réorganiser et poursuivre leur expansion. Un autre défi au multilatéralisme en Afrique tient à son articulation avec les mécanismes régionaux. Je voudrais insister sur ce point. Et le chapitre 8 de la Charte des Nations Unies, relatif à ces mécanismes, reconnaît l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationale, se prêtent à une action à caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes, avec leur activité, soient compatibles avec les buts et principes des Nations Unies. Donc voilà qui est clairement indiqué. Sur cette base, l'Union africaine poursuit aujourd'hui une tradition qui remonte à l'OUA. Ainsi, depuis 2004, année de démarrage des activités du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, l'organisation a déployé 9 opérations de maintien de la paix, dont 2 actuellement en cours au Darfour et en Somalie, et une en préparation pour la République centrafricaine. En Afrique occidentale, la CEDEAO conduit depuis plusieurs années des missions allant du maintien de la paix et de la sécurité à l'encadrement de processus électoraux ou à la lutte contre la criminalité transfrontalière. Plus récemment, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, tenant compte des nouvelles menaces dans son espace, a ouvert un chantier paix et sécurité coordonné par le Sénégal. Les 2 organisations ont ainsi décidé, UEMOA et CEDEAO, de contribuer substantiellement au financement de la lutte contre le terrorisme dans nos espaces communautaires. Certainement, nous avons fait l'adage encore africain, aide-toi, le ciel t'aidera. L'expérience africaine en matière de prévention, de rétablissement et de consolidation de la paix commande que le multilatéral soit davantage à l'écoute du régional. Extrêmement important. C'est ce que veut la Charte des Nations Unies et c'est le sens du cadre commun Organisation des Nations Unies, Union africaine, pour un partenariat renforcé en matière de paix et de sécurité adopté en avril 2017. La complémentarité entre le multilatéralisme et les mécanismes régionaux offre des chances de succès aux missions de paix. C'est le cas notamment en République centrafricaine où la signature de l'accord de paix a permis la réduction de la violence, en Somalie avec l'adoption d'un système constitutionnel devant conduire à la tenue d'élections en 2020-2021, mais plus récemment, c'est le cas au Soudan avec la mise en place d'une transition apaisée. Bravo à l'Union africaine. Par contre, l'impasse en Libye est révélateur des limites du multilatéralisme chaque fois que l'Afrique n'est pas associée au règlement de ses propres problèmes. L'Union africaine l'a déploré plus d'une fois. En octobre dernier, à l'occasion du débat sur la coopération entre l'ONU et les organisations régionales et sous-régionales aux fins du maintien de la paix et de la sécurité internationale, les pays africains, membres actuels du Conseil de sécurité, ont réitéré la nécessité de tenir compte du rôle de l'Union africaine pour la résolution du conflit en Libye, y compris par la nomination d'un envoyé spécial conjoint.
Voilà, entre autres, les problématiques que le Forum de Dakar abordera dans ses ateliers autour de plusieurs questions, notamment quelle approche pour repenser la sécurité collective, quel mécanisme de prévention des conflits et de sortie de crise, quelle réponse aux défis à la paix et à la sécurité face à la crise du multilatéralisme, je ne reviendrai pas sur cette crise. Quel rôle pour les populations et les acteurs de la société civile dans la sécurité en Afrique? J'espère que les réponses à ces questions et à d'autres inscrites aux ateliers seront à la fois pertinentes, pragmatiques et orientées surtout vers l'action. C'est la finalité même du forum, afin de contribuer à changer le cours de l'histoire dans le bon sens pour l'avènement d'une nouvelle ère de paix, de sécurité et de stabilité durable en Afrique. Et sur cette note d'espoir que je déclare ouvert les travaux du 6e Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Je vous remercie de votre attention.